Bonsoir et bienvenue dans notre émission Réponse consacrée ce soir aux élections législatives sur la circonscription de Fort-de-France. Nous recevrons ce soir lors de débats successifs les 14 candidats déclarés sur cette circonscription. Nous sommes donc pour le premier débat de la soirée avec nos premiers invités. On rappelle que chaque candidat dispose de 10 minutes pour débattre, plus une minute de conclusion, une émission que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Vous pouvez également réagir et poser vos questions via les réseaux sociaux, #DébatATV. Avec nous sur ce plateau ce soir, donc 5 candidats. Nous avons avec nous Marie-Gabrielle Marguerite de l'UDI. Avec nous également, bonsoir, merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Francis Carole. Vous êtes candidat pour le Palima. Sur ce plateau également, le député sortant, Serge Letchimy, qui brigue donc un nouveau mandat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Marie-Jeanne Janville. Vous êtes investie par le Front National sur cette circonscription de Fort-de-France. Et puis avec nous sur ce plateau également, bonsoir, Thierry Renard. Vous représentez ici la France Insoumise. Merci de participer à ce débat. Donc on l'a dit, 10 minutes de temps de parole pour chacun, plus une minute de conclusion. Alors on va d'abord, dans cette première partie, essayer de comprendre pourquoi vous êtes candidat à cette élection. Beaucoup de candidats sur cette circonscription de Fort-de-France, pas moins de 14. Et on commence avec vous, Marie-Gabrielle Marguerite, retraitée de la Sécurité sociale, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes depuis 10 ans dans les rangs de l'UDI, mais vous avez été aussi longtemps militante dans les rangs de l'UDF. Alors au départ, l'UDI n'avait pas prévu d'envoyer de candidats aux législatives dans toutes les circonscriptions, hormis celle de Philippe Petit dans le Sud. À quel moment et pourquoi votre groupe a-t-il changé d'avis? La révolution des femmes. 3 femmes et 3 autres circonscriptions. Ça vous paraît clair? Non. Non, pas tout à fait. Alors, je vais éclaircir le débat. C'est-à-dire que, d'abord, je m'appelle Marie-Gabrielle Marguerite, comme vous l'avez dit. Et donc, je suis inhabituelle sur les plateaux politiques parce qu'en fait, j'ai quand même 69 ans. J'aurai bientôt 69 ans. Et donc, de 17 à 57 ans, j'ai fait toutes les campagnes, tous les combats, toujours dans l'espace du centre politique. Et aujourd'hui, donc, je ne voulais pas me présenter, je ne vais plus me présenter à aucune élection depuis bien longtemps. Et j'ai estimé qu'il était important d'y aller parce que je me suis rendu compte que nous avions des messages qui n'étaient pas suffisamment passés et que souvent, il y avait une méprise entre ce que nous voulions avoir et ce qui était réalisé. Il y a une différence. Alors j'ai dit aux copines qui sont avec moi, on y va, on va aller parce qu'on va exprimer ce dont on a besoin. Voilà, donc très clairement, c'est plus une candidature symbolique parce que si l'on regarde le poids électoral de l'UDI aujourd'hui en Martinique, on se demande ce que vous veniez faire dans cette, entre guillemets, galère, puisqu'aux législatives, en 2012, dans le Sud, sans port d'attache, votre président Philippe Petit obtenait moins de 2% des suffrages exprimés. En 2015, c'est à peu près ce score que sa liste réalisait à Fort-de-France lors des élections à la CTM. Alors, vous incarnez plutôt une candidature symbolique. Vous n'êtes pas venu pour gagner, mais pour vous exprimer. C'est ce que vous disiez en introduction. La gagne n'appartient à personne sur ce plateau. Je ne sais pas comment vont réagir les électeurs. S'ils estiment que ma prestation, ce que je dis, ce que je propose, ça leur plaît, ben ils vont aller voter pour ce qui leur plaît. Il y a quand même un pourcentage de personnes importantes qui ne votent pas en Martinique. Et s'ils ont décidé de se lever et d'aller voter aujourd'hui, ils vont voter pour une femme qui a décidé de mettre la dynamique à côté d'elle, de mettre une réalité à côté d'elle et de vivre au quotidien à côté d'elle, puisque je vis dans des plateaux populaires et je vois un peu les difficultés de ce qui est la priorité des gens aujourd'hui. Est-ce que ce choix, c'est un choix par défaut? Je ne voudrais pas vous manquer de respect par rapport à votre âge, mais le débat aujourd'hui, vous savez qu'il est au jeunisme, au renouvellement. Est-ce que vous n'avez pas trouvé parmi vos militantes des jeunes
qui pourraient prendre le relais, puisque vous avez dit, moi, depuis les années 90, j'ai voulu me retirer et entre-temps, il s'est écoulé 20 ans. Pas 90. Enfin, bon, il y a quand même quelques bonnes années, vous avez arrêté. J'ai arrêté politiquement, voilà, vraiment d'être active. Voilà, il s'est écoulé quand même plusieurs années. Et l'UDI n'a pas trouvé de jeunes militantes pour vous éviter de revenir prendre le flambeau. Parce que vous faites preuve de courage. Oui. À 69 ans, vous faites preuve de courage pour réexpliquer. Parce que vous avez dit, ce que nous avons dit n'a pas été entendu. Non. Mais où sont les jeunes qui pourraient prendre le relais? Ils sont là. Ils sont là. Pas à Fort-de-France, en tout cas. Non, mais attendez, sur Fort-de-France, on ne peut pas venir me faire concurrence sur Fort-de-France. C'est mon espace de vie. D'accord. Donc, les autres vont dans leur espace de vie. Donc, les petits jeunes qui voudraient prendre votre place à Fort-de-France, il faut leur dire non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, quand moi je me présente à cet âge, je donne, avec la dynamique que j'ai, je donne un ballon à ceux qui craignent d'y aller et qui disent, ouais, il y a toujours les mêmes. Est-ce qu'il y en a? On a deux autres candidats sur les deux autres. Non, je parle de Fort-de-France. Est-ce que derrière vous, il y a des jeunes qui sont prêts à prendre le relais? Mais naturellement, il y en a. C'est vous qui. Mais justement, le problème, c'est que ce n'est pas tellement prendre le relais qui est important. C'est-à-dire passer le relais aux femmes de quelque bord qu'elles soient, de quelque lieu qu'elles soient, qu'elles puissent dire, moi, j'y vais. Si moi, je vais, parce que je reviens pour dire, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on arrête ça, je pense que je vais emmener derrière moi que j'aurai suffisamment d'intuition féminine pour leur parler et leur dire, vous devez aller. Et vos enfants doivent aller. D'accord, alors vous aurez l'occasion de développer votre propos. Francis Carole, c'est au moins votre 5e candidature aux législatives? Non, pas autant, vous me donnez 100 ans, non. Sur cette circonscription? Non, pas du tout. Non. En tout cas, c'est la 3e face à Serge Letchimy, cette fois-ci. Fort de votre victoire en 2015 avec le Grand Semblé, fort du soutien actif d'Alfred Marie-Jeanne qui est très présent à vos côtés, dit-on, sur le terrain. Est-ce que vous croyez, Francis Carole, que cette fois sera la bonne? Je ne suis pas dans les croyances, je suis dans des batailles. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où il y a un quinquennat catastrophique, fait d'austérité, qui a poussé le président qui était en place de ne pas se représenter. Et nous pensons qu'il y a aujourd'hui une paupérisation de la population, l'appauvrissement des collectivités, plus de 2500 jeunes qui s'en vont chaque année. Et face à cette situation, nous savons qu'une partie du travail doit être menée sur le terrain, dans les collectivités, dans les communes, à la CTM ou ailleurs, mais une partie du travail doit aussi se faire à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un ensemble français à ce jour et que des décisions importantes sont prises là. Il faut par conséquent prolonger notre action dans l'Assemblée de sorte que nous puissions aider les collectivités, aider la Martinique à s'en sortir sur des orientations que nous aurons l'occasion de définir dans ce débat. Alors vous siégez depuis 18 mois au sein du conseil exécutif de la CTM avec des casquettes importantes, affaires sociales, santé et solidarité. Le chantier est colossal, hein, vous le répétez à l'envi. Alors, est-ce que votre place dans l'intérêt de la Martinique n'est pas plutôt à Plateau-Roi, où il y a encore beaucoup de travail, plutôt qu'au Palais-Bourbon? Alors, la collectivité a besoin, je l'ai dit, pour se développer, la collectivité a besoin que son discours, que ses orientations soient répercutées. Oui, mais pourquoi quelqu'un d'autre n'irait pas, et vous, puisque vous êtes conseiller exécutif? Parce que peut-être que le président Marie-Jeanne et d'autres ont considéré que je pouvais le faire, parce qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui, donc que je pouvais le faire, très modestement. Parce que j'ai une expérience. Vous y allez parce qu'Alfred Marie-Jeanne vous l'a demandé? J'y vais parce que, d'une part, je souhaite y aller moi-même parce que je pense qu'il y a une action importante à mener là, que nous ne devons pas laisser cet espace pour d'autres, pour des députés qui voteraient à longueur d'année toutes les décisions du gouvernement français. Parce qu'il faut sortir de l'époque des députés Godillot et faire en sorte que le député martiniquais puisse défendre réellement les intérêts martiniquais. Donc, je vais y aller, évidemment. J'ai un soutien là, je ne suis pas que le candidat du PPM, mais aussi le candidat du PCM, le candidat de Martinique. Du PPM? Du PCM. PCM. Vous avez dit PPM, non, mais c'est un lapsus. PCM, non. Que du Palima, PCM, Palima, Martinique Écologie, et de l'ensemble de ces partis, par conséquent, et le MIM, qui sont engagés avec nous dans cette bataille, que nous espérons évidemment gagner. Est-ce que le fait que l'Union n'ait plus droit de citer, je fais référence à l'Union qui s'est forgée au moment de l'élection à la CTM, est-ce que cette Union qui n'a plus droit de citer, et Alfred Marie-Jeanne l'a rappelé à de nombreuses reprises, constitue pour vous une faiblesse?
Alors, je vois que l'expression droit de cité est un peu exagérée. Non, il y a simplement une situation où mon analyse personnelle, c'est qu'il fallait que nous y allions tous ensemble dès le départ. Mais Donc vous étiez favorable à ce que l'Union qui... J'ai toujours été, d'ailleurs, j'ai été un des constructeurs de cette unité à Fort-de-France et je suis favorable à ce que, dès le départ, eh bien, les forces puissent y aller de manière unie. Qu'est-ce qui a empêché ça? Non, cependant, chaque organisation a le droit, le plus absolu, de décider d'y aller, mais l'important, c'est qu'au second tour, nous puissions tous ensemble nous retrouver. Mais ce n'est pas une difficulté majeure. Alors, vous êtes, Serge Letchimy, le député sortant et briguez votre troisième mandat sur cette circonscription de Fort-de-France. Après la défaite aux élections de la CTM en 2015, la contre-performance de votre candidat au présidentiel, Benoît Hamon, dans ce cycle électoral finalement assez défavorable, est-ce que cette élection n'est pas un peu celle de la dernière chance? Vous allez me trouver dur. Non, pas du tout, c'est une question. Mais je voulais d'abord dire bonsoir aux Martiniquais et aux Martiniquaises qui nous écoutent. Et puis, je suis très content d'être ici ce soir et de débattre avec tout le monde, y compris des personnes qui ont un certain âge et qui ont la maturité. Je voudrais surtout préciser que M. Carole n'est pas le candidat du PPM. Mais ça, vous le saviez Non, déjà. mais comme vous l'avez dit... Vous auriez été très heureux. Parce non, que j'ai du PCN, mais vous avez tellement envie de m'entendre dire PPM. Le lapsus a été rappelé tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas le candidat du PPM. Pour commencer, je voudrais simplement dire que la Martinique a vraiment besoin de paix, a besoin de sérénité, a surtout besoin d'apaisement. Et quand j'entends M. Carole employer le terme déjà violent de godillot, ça ne va pas dans le bon sens. Et ce qui se passe aujourd'hui montre bien que nous avons besoin d'apaisement et de paix. Alors, pour quelles raisons je me présente? Trois raisons. La première chose, c'est que la Martinique est à l'arrêt. Et on voit bien que tous les chantiers sont arrêtés. L'investissement a diminué de 200 millions d'euros. Et pratiquement tout le monde se trouve en situation de précarité. Le BTP n'embauche plus. On arrête tous les chantiers, mais on licencie beaucoup de monde à la CTM. L'AFPA a été quelque chose de catastrophique. Mais en même temps, ceux qui sont responsables de cela quittent déjà le navire pour partir à l'Assemblée nationale et disent clairement, et M. Carole l'a dit, que les grandes décisions sont prises à Paris. Alors, la question que je peux poser, mais il n'y a pas de grandes décisions en Martinique. Il y a une parole chrétienne qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Eh bien, ça ne veut pas dire que je suis pour l'indépendance, je ne suis pas pour l'indépendance. On sait ma position. Mais essayez de développer localement déjà, avant de penser que toutes les solutions sont du côté de Paris. Donc c'est pour justement peser lourdement sur des politiques nationales qui pourraient nous aider à nous en sortir, compte tenu des carences que nous avons en Martinique aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est aussi un bilan qui est pour moi, pour nous, au Parti progressiste martiniquais, un bilan extrêmement important. 600 amendements, 3 textes de loi majeurs, la loi qui porte mon nom sur l'habitat insalubre, la loi qui porte mon nom sur la diplomatie territoriale et surtout la convention qui reconnaît les grandes œuvres d'Aimé Césaire. J'ai fait réaliser près de 10 rapports, dont le rapport sur l'économie circulaire, 22 000 amendements déjà signés et une série d'interventions extrêmement importantes. Il y a un amendement que je voudrais citer en matière d'avancée considérable, c'est la reconnaissance des plantes médicinales antillaises, qui a été gagnée après une bataille qui a duré jusqu'à 2 heures du matin. J'ai gagné avec une voix. Donc on est extrêmement fiers du travail que nous avons réalisé. Et sans prétention, nous souhaitons à la fois répondre localement aux besoins parce que tout le monde est fâché et très en colère contre ce qui se passe à la CTM. Et deuxièmement, porter la parole de l'émancipation d'Aimé Césaire à l'Assemblée nationale et la parole progressiste à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous admettez néanmoins que, comparativement aux élections précédentes législatives, le contexte politique et les éléments que j'ai cités fragilisent plus votre candidature cette année qu'il y a 5 ans? Oui, certainement, ce n'est pas le même contexte, mais ça ne dépend pas seulement qu'on soit suspendu au contexte national, il y a le contexte local aussi. Ce qui est important, oui, les élections perdues à la CTM notamment. Écoutez, oui, mais ce n'est pas à Paris qu'on décide. Les élections perdues à la CTM, vous savez dans quel contexte. La même équipe que M. Marie-Jeanne dirige a 3 candidats dans le même coin à Fort-de-France, ici dans la capitale de la Martinique. Ça veut dire qu'on voit bien que cette espèce de posture électorale, prenons l'exemple de M. Carole, eh bien, il est à la mairie de Fort-de-France, à la CACEM,
à la CTM, en même temps il part. Et il est tellement partout qu'il est complètement absent dans ses activités. Et sur 10 présences au conseil municipal de Fort-de-France, il est absent 7 fois. Il est absent 7 fois et il n'est pas présent. Donc c'est une réalité, non, je ne sais pas une attaque personnelle, c'est une réalité pour dire attention, mon observation c'est ça, au désir de cumul. Parce qu'il faut absolument, moi je suis contre le cumul, et d'ailleurs je n'ai pas siégé à la CTM parce que je ne voulais pas cumuler, je voulais me consacrer franchement à mon action de député. C'est pour cette raison-là seulement que vous n'avez pas bien entendu, et je l'ai fait. Et d'ailleurs, celui que vous citez à 4 reprises, parce que je vois que vous le citez beaucoup, a été élu à la mairie de Fort-de-France en 2001, il n'a pas siégé, et il a été élu aussi à la CTM en 2010, quand j'ai gagné, il n'a pas siégé non plus. Je n'ai pas fait un scandale avec ça, je respecte la position de chacun. Mais pour conclure sur ce point-là, je pense véritablement qu'il faut de la sérénité dans ce débat et de l'apaisement. Est-ce que la sérénité que vous réclamez, que vous mentionnez, et la paix, vous la voulez aussi au sein de votre parti? Parce qu'on a l'impression que là, ça a quand même bien tangué, bien bougé. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait d'avoir un PPM un peu plus léger? Alors là, vous changez de non, mais dans le cadre de cette candidature. Vous faites une introspection de la vie du PPM. J'aurais bien aimé que vous fassiez l'introspection aussi partout. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Non. Je serai beaucoup plus direct et beaucoup plus franc que vous l'imaginiez. Nous avons 3 camarades qui ont décidé de partir. Il faut les respecter. Il faut leur souhaiter bonne chance. Il y a des débats comme ça montre bien qu'un parti, c'est quelque chose qui vit, qui bouge. Et ce sont des personnes avec lesquelles, je pense à Fred ou à Danny Chaumet, nous avons partagé des moments exceptionnels. D'ailleurs, on a apporté des choses exceptionnelles en matière de politique d'énergie renouvelable. Et pour Fred Lordino, qui a géré les finances de la manière la plus correcte, qui nous a permis d'avoir un excédent en 2015 de 543 000 euros et surtout pas 22 millions d'euros. Donc ce sont des gens qui nous manquent. Mais c'est pas... C'est la vie. C'est la vie. On leur souhaite bonne chance. Alors, Marie-Jeanne Janville, ce n'est pas votre première campagne des législatives sur cette 3e circonscription. Cette fois, vous êtes sous la bannière du Front National. Alors, vous avez rejoint le camp de Marine Le Pen durant l'entre-deux-tours. Vous êtes venu d'ailleurs en parler sur ce plateau, l'entre-deux-tours de la présidentielle. Et vous voilà intronisée candidate aux législatives, alors même que le porte-voix du FN local, Juvénal Rémire, a lui décidé de ne pas se présenter. Donc vous n'avez pas un peu le sentiment de lui avoir damé le pion complètement? Bien, tout d'abord, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous écoutent ce soir. Et je veux aussi remercier toutes les femmes martiniquaises qui sont candidates en Martinique. Parce que nous, au FN, nous avons investi ici 4 femmes. Bien, les 3 femmes qui vivent à Paris n'ont pas voulu faire le déplacement par rapport à ce qui s'est passé au Marigot. Hein, elles préfèrent rester pour les protéger. Donc je suis la porte-parole de ces 3 femmes-là. Enfin, nous sommes 4 femmes à être investies sur la Martinique. Donc je ne vais pas entrer dans cette histoire de Juvénal Rémire. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Juvénal Rémire? On est toujours de très bons amis. Il m'a souhaité bien sûr bonne chance. Il m'a expliqué des raisons personnelles pourquoi il n'est pas candidat. Donc, il a préféré protéger sa famille et moi, j'ai préféré protéger les Martiniquais. Donc, pourquoi justement que j'ai accepté de... Quelles sont les menaces? Vous dites protéger. Eh bien, il m'a dit, je répète textuellement, Marie-Jeanne, je protège ma famille. Moi, je protège les Martiniquais. Donc, nous ne sommes pas du tout vous ne craignez sur la pas même pour langue. votre famille? Pas du tout. Pourquoi? Mais vous craignez pour les Martiniquais? Pour les Martiniquais, quand j'entends, je dirais foutaise, quand j'entends M. Carole et M. Lechimi parler, ils parlent de la paix, ces gens-là qui sont, bien sûr, en politique et ont des mandats depuis X années, et regardez dans quelle situation se trouve la Martinique. Donc, on dit quoi là? On dit quoi aux Martiniquais là ce soir? Parce que là, en vous écoutant tous les deux, là, vous commencez déjà votre combat de coq. Moi, j'ai honte d'être martiniquaise. Moi, je dis, j'ai honte d'être martiniquaise. Quand on a plus de 33 000 personnes qui vont à la banque alimentaire en Martinique, je vais vous lire rapidement. Très rapidement. Les propos d'une conseillère de la CTM après le débat, après l'émission sur la misère en Martinique. Oui, c'est aussi la Martinique. Cette facette dont on ne parle peu. C'est ma réalité. Tous les mardis, je peux témoigner que j'ai eu à loger des sans-abri, des mères de famille qui dormaient dans leur voiture. Et je ne vous parle pas de toutes celles qui sont battues, maltraitées psychologiquement, sexuellement et physiquement.
Voilà ce qu'une conseillère de la majorité à la CTM a déclaré. Donc, Monsieur Carole, Monsieur Letchimy, avec vos politiques, la Martinique n'existe plus. Les vrais Martiniquais n'existent plus. Et aujourd'hui, moi, je fais honneur à tous ceux qui participent pour nous en Martinique, dans la vie économique de la Martinique, comme nos frères, je dis nos frères haïtiens, c'est eux dans l'agriculture, c'est eux qui contribuent pour l'autosuffisance alimentaire. Je leur tire mon chapeau parce qu'ils nous donnent une leçon de dignité, hein, même si on envoie des conteneurs de temps en temps pour eux quand il y a un problème chez eux. Mais eux, ils viennent, ils sont ici avec nous en Martinique, ce sont nos compatriotes et c'est eux qui n'attendent pas la sautée, qui n'attendent pas des tambours pour pouvoir aller bêcher dans la terre, mais c'est eux qui sont dans l'agriculture, qui participent avec nous pour l'autosuffisance alimentaire. J'ai honte pour nous. Très bien. Hein, les Haïtiennes, c'est elles maintenant qu'on les voit sur les trottoirs qui vendent les cornets de pistache pour nous. Où sont les Martiniquais dans toute cette histoire-là? Monsieur Letchimy, laissez-moi finir parce que tout le monde a parlé. Non, quand c'est moi, ne m'arrêtez pas parce que j'ai écouté, Monsieur Letchimy, c'est un bon moment à parler. Bon, Monsieur Letchimy, le sortant. Vous aurez l'occasion de reparler. Oui, eux aussi, ils ont l'occasion, mais ils ont parlé longtemps. Ne dites pas tout d'un coup. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Monsieur Letchimy, c'est le sortant. Il s'est toujours arrangé pour toujours siéger dans une majorité. Toujours. Donc, c'est la belle vie. Il lève le doigt à chaque fois quand il faut voter une loi. Donc, on nous dit que entre l'élection présidentielle, hein, on nous dit que Mme Ségolène Royal a signé un décret, le parc naturel marin de la Martinique. Qu'est-ce que M. Letchimy a dit dans tout ça? Diminuer sur la ressource des marins-pêcheurs en Martinique, de mettre des parcs, de limiter la mer pour les marins-pêcheurs. Monsieur Letchimy ne mange pas de poisson, peut-être le poisson qui vient de la Martinique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On favorise les conteneurs de poissons surgelés? Nous ne pouvons pas non plus, nous aussi, nous nourrir aussi par nos produits à nous? Madame Jean-Luc, vous avez 10 minutes. Ici, on va on vous redonnera la parole, si vous le souhaitez. on donnera à chacun d'eux. Monsieur Renard, vous avez été le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon en Martinique pendant la campagne des présidentielles. Pour vous, l'aventure continue, ou devrais-je dire commence, puisqu'il s'agit de votre première candidature à un scrutin électoral. Tout à fait, c'est la première. Donc l'aventure commence. Alors Jean-Luc Mélenchon, tout neuf. Jean-Luc Mélenchon, c'est, rappelons-le, 6450 voix à Fort-de-France au premier tour des présidentielles. Vous avez oublié 4 personnes, mais c'est pas grave. Oui, j'ai arrondi, 54 effectivement. Le candidat de la France insoumise est sorti en tête, comme dans beaucoup de villes de Martinique. Vous êtes dit, si Jean-Luc Mélenchon fait 6400 voix, Thierry Renard peut en faire au moins autant. C'était ça le calcul? C'est ça qui vous a motivé? Il faut changer votre boule de cristal, parce qu'elle ne vous a pas donné la bonne réponse. Ah, très bien. Donnez-la moi alors. Non. La France insoumise n'a qu'un candidat, c'est son programme L'Avenir en commun. Il a été porté par Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il y a 577 personnes qui sont les porte-paroles et qui portent justement ce programme L'Avenir en commun. Donc vous êtes simplement un porte-parole. Vous n'êtes pas investi de cette mission que ce qui pourrait être de devenir député de la Martinique. Vous savez, lorsque vous êtes élu, normalement, vous êtes là pour servir. C'est une mission. Oui, c'est une mission. Donc, vous servez. Donc, justement, là, j'ai un programme et justement, nous allons servir. Je ne suis pas là pour dire de manière personnelle, oui, je vais parce que j'ai des idées géniales, c'est moi qui vais sauver la Martinique du marasme dans lequel elle est depuis 50 ans. Non. Je sais que nous avons un programme, que ce programme est un programme qui va permettre à la Martinique de sortir des ornières où elle se trouve aujourd'hui. Hein? Donc, c'est pour ça que nous défendons ce programme et que nous le portons. Tous les candidats de la France insoumise portent le même programme. Alors, il y a des téléspectateurs et des auditeurs qui nous ont appelés pour nous demander de vous poser la question de l'explication du symbole ou du logo de la France insoumise. Ce petit logo, est-ce que vous auriez une explication? Parce qu'on le retrouve partout. La France insoumise, ça veut dire FI, Phi. Oui. Et ce logo, c'est la lettre grecque Phi. C'est la lettre aussi utilisée par les philosophes. C'est le symbole de la sagesse. Ça nous va bien. D'accord. C'est aussi le nombre d'or et c'est aussi l'un des symboles maçonniques les plus puissants. Est-ce que le fait que
M. Mélenchon revendique son appartenance à la franc-maçonnerie. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est le pur hasard? Non, il n'y a pas de lien. On m'a raconté l'anecdote, il discutait avec un philosophe comme lui-même, Oui. et comme c'est aussi le symbole des philosophes, ils ont décidé de le prendre pour la France insoumise, tout simplement. Au moins, les téléspectateurs ont leur réponse. Voilà. Alors, il y a sur cette circonscription de Fort-de-France, et il débattra tout à l'heure, c'est Kélan Fagour de la Martinique insoumise. On a du mal à se repérer entre la France insoumise et la Martinique insoumise, d'autant qu'Kélan Fagour a milité pendant la présidentielle dans vos rangs. Est-ce que cette candidature C'est un bien grand mot, vous militer. gêne? Non, il est venu. Il est venu. Il est venu, il a participé le 17 décembre lorsque Jean-Luc Mélenchon était là. Il a disparu des radars jusqu'au début du mois de mai et après, au début du mois d'avril. Et après, il est réapparu. Il voulait être candidat, il s'est autoproclamé. Bon, déjà, il n'a pas très bien compris le fonctionnement de la France insoumise. Et quand on lui a expliqué qu'il y avait un processus électoral qui était très clair, hein, que, pour vous dire, ceux qui pouvaient voter, c'était ceux qui s'étaient déclarés comme soutien de Jean-Luc Mélenchon avant le premier tour. Pas 2-3 copains qu'on amène le jour de l'élection pour dire il faut qu'ils votent, etc. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes dans une démocratie. Donc, monsieur s'est présenté. Après, il a retiré sa candidature parce que... Bon, et puis maintenant, il a décidé de choisir Martinique insoumise. Vous savez, quand vous n'avez pas d'idée, vous trouvez que c'est bien, tiens, j'ai trouvé un mot intéressant, pourquoi pas si on a pu l'aider? Parce qu'il était en panne d'idées pour trouver un nom pour son parti. Vous avez l'air de lui en vouloir pas mal. Hein, mais quand même. Pourquoi? Mais non, mais pas du tout. Ah bon. Mais écoutez, il faut que les jeunes s'investissent. Mais il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas dire, par exemple, qu'on était dans un système alors qu'on n'y a pas été. Vous comprenez? Bon, voilà. Donc le détournement de marque, ce n'est pas quelque chose que vous avez apprécié? Écoutez, parce que non, Martinique insoumise et tout le monde, France insoumise, on a l'impression que c'est le petit frère de tous les départements de France ont tous utilisé, la Guadeloupe aussi, il y a Guadeloupe insoumise qui est rattachée, etc. Nous avions déjà ce nom, un site internet, depuis belle lurette, depuis le début du mois de janvier. Donc, quand vous dites ce nom, c'est Martinique insoumise. La Martinique insoumise, oui. Mais donc maintenant, moi, je représente la France insoumise, comme tous mes camarades des 4 autres circonscriptions, et nous défendons le programme L'Avenir en commun, symbolisé par un FI. Donc quand les gens voient FI, ils savent que c'est nous. Alors très bien, on a à peu près compris les motivations des uns et des autres. Question importante, Eddy, dans quel groupe vont siéger les potentiels candidats? C'est une question importante puisqu'on a aussi un président de la République en quête d'une majorité. Oui, en fait, alors il y a beaucoup de gens ici qui ne croient pas au sondage, c'est la tarte à la crème classique. Les données que nous avons pour l'instant indiquent qu'avec 34% d'intention de vote pour la République en marche, il semblerait que Emmanuel Macron puisse tenir son pari d'avoir une majorité absolue. Alors évidemment, c'est un sondage à ce soir. Moi, j'ai donc envie de poser la question à l'ensemble de nos candidats ce soir. En cas de majorité de la République en marche, où iront-ils et dans quel groupe iront-ils? Puisqu'il est évident qu'à l'Assemblée, il vaut mieux, si on veut avoir du temps de parole et si on veut peser sur les débats, il vaut mettre dans un groupe. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Carole. Dans cette configuration-là, et en dépit d'une configuration que je viens de décrire, potentielle, vous, votre choix irait où? Non, je pense que très honnêtement, nous assistons à un phénomène particulier aujourd'hui, c'est l'éclatement des partis qui traditionnellement représentaient ou la gauche ou la droite. Et qu'il est difficile au moment où nous parlons de savoir quelle sera la configuration. Ce qui est important pour nous, et c'est ce qu'Alfred Marie-Jeanne a fait quand il a adhéré au groupe GDR, c'est d'être dans un groupe où nous retrouvons de grandes orientations en termes de vision et populaire, de progrès, et en même temps garder notre indépendance et la capacité de parler. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, puisque vous étiez dans un groupe, quand je dis vous, c'est vos amis et députés,
était dans un groupe qui était composé, qui était un petit peu disparate, mais le noyau central, c'était le Parti communiste, avec une dizaine de députés. Il y a de très fortes chances qu'au bout des élections du mois de juin, le Parti communiste n'ait plus de députés, ou en tout cas pas suffisamment de députés pour constituer un groupe. Je ne réfléchis pas sur les sondages, donc je pense qu'on va, je vous ai dit le cadre, que nous allons apprécier au moment des résultats des élections. Est-ce que vous seriez prêt à vous rapprocher, par exemple, d'un groupe éventuellement composé de députés issus élus sous la bannière de M. Mélenchon? On verra tout cela, parce que ça demande que programmatiquement on discute, qu'on discute de notre statut à l'intérieur de ce groupe. Ça, c'est une question ouverte. Est-ce que vous excluez, par exemple, de rejoindre la majorité présidentielle éventuelle, potentielle de la République en marche? Non, nous n'envisageons pas de rejoindre la majorité parce que les orientations qui sont données par la majorité, ce sont des orientations extrêmement libérales qui vont pénaliser la population. Nous le disons très clairement, c'est pourquoi nous n'allons pas rejoindre cette orientation et ce groupe. Par contre, je vous le dis très rapidement, c'est une de choses. Alors, quand M. Letchimy parle de violence, je suis tout à fait séduit parce que lorsque vous étiez président de la région, vous n'avez pas donné l'image d'un président très serein. D'autre part, si vous aviez été un excellent gestionnaire qui avait mis la Martinique en mouvement, on vous aurait gardé. Le peuple martiniquais ne vous aurait pas donné votre exéat le 13 décembre 2015. C'est parce que vous n'avez pas été bon. La Martinique n'est pas à l'arrêt. La Martinique travaille et les chiffres que nous avons aujourd'hui, dans tous les domaines, dans le domaine du tourisme et dans d'autres domaines, ce sont des chiffres qui montrent que la Martinique n'est pas en arrêt, que la Martinique avance. D'autre part, nous avons été, vous avez laissé, il faut le dire, la collectivité dans un sale état. Et je pense qu'il est important de le rappeler. Par exemple, lorsqu'on a des jeunes qui, par exemple, Martinique Surf Pro, qui prennent des initiatives, vous les abandonnez sans les payer, et c'est la nouvelle collectivité qui les paie. Donc vous avez été, disons-le simplement, pas un gestionnaire extraordinaire. Donc ne donnez pas de leçons, soyez humble. Je pense que la défaite que vous avez subie le 13 décembre devrait vous inciter à plus de sagesse. Mais le vrai débat que je voulais avoir... Le vrai débat... Non, je réponds. Vous n'avez pas dit quand il était intervenu, donc je réponds. D'autre part, mais le débat que nous devons avoir, à mon avis, ce soir, c'est un débat d'orientation. Quelle orientation nous voulons défendre pour la Martinique à l'occasion de ces élections? Et c'est ce pourquoi je suis venu. Ça fait partie des questions qu'on va vous poser. Là, on voulait savoir dans quel camp vous iriez au cas dans le cas où Mais nous sommes toujours dans le camp. On a bien compris que vous n'allez pas à la République dans en marche. le camp de la majorité présidentielle. Serge Letchimy, quelle est votre position sur cette question? Ma position est très claire, c'est que la même position qu'on a tenue en Martinique, nous n'avons pas vendu notre âme pour un plat de lentilles. Donc en Martinique, nous sommes restés sous cette posture-là. Ça a peut-être conduit à une défaite, mais je garde mon honneur et je préfère continuer à travailler dans la fidélité des principes et des valeurs du Parti progressiste martiniquais et ne pas s'associer comme ça avec tout le monde. Et deuxième chose, je nous appliquerai la même chose. Au niveau national, nous avons fait un choix de gauche. Au deuxième tour, nous avons demandé de voter pour Emmanuel Macron, comme beaucoup, simplement pour éviter l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Je respecte Mme Janville, elle défend Mme Le Pen. Et ça, je considère que chacun a le droit de s'exprimer à ce niveau-là. Et nous allons attendre les résultats des élections. Vous avez parlé de distribution de parole. Il ne faut pas courir là où il y a le plus de temps de parole. Hein. Autrement, il vaut mieux être dans un groupe, en fait. Oui, mais bien entendu qu'il faut être dans un groupe. Oui. Mais quelquefois, il faut être dans un groupe d'opposition, d'ailleurs. Je l'ai été dans l'opposition sous Sarkozy. Ah non, j'étais l'ami de Sarkozy. Sarkozy, bon. J'étais à l'UMP à l'époque, j'étais bien placé. Sarkozy te faisait des cadeaux. Oui, n'oublie pas. J'étais dans l'opposition. Tu étais à droite à l'Assemblée nationale et tu étais à gauche en Martinique. J'étais dans l'opposition. J'étais dans l'opposition sous Sarkozy et nous pourrions éventuellement nous retrouver dans l'opposition. Mais cependant, nous n'avons pas fermé la porte. Ça dépendra un petit peu de l'évolution de la majorité parlementaire parce que, honnêtement, je souhaite vraiment que Macron ait une majorité de gestion. C'est très important parce qu'un président de la République qui a été élu assez brillamment, même si je ne l'ai pas choisi, il mérite d'avoir une majorité. Autrement, ce sont les institutions qui risquent d'être. Alors, dans l'hypothèse où il obtient cette majorité absolue, est-ce que vous seriez prêt à y siéger? Ça dépend du programme. Madame Janville. Ça dépend du programme. Personne ne vous a interrompu. Donc évitez Macron a donné quelques signes assez inquiétants d'un petit virage à droite
son Premier ministre est à droite et tout ce qui concerne l'économie et les finances, c'est à droite. C'est un petit peu comme le Conseil régional et la CTM. Mais bon, c'est un choix. Le virage à droite me gêne quand même. Et de ce fait, nous verrons après les élections comment se configure pour décider, comment se configure l'Assemblée nationale pour décider dans quel camp on sera. Parce que vous étiez très proche du Parti socialiste. D'ailleurs, vous siégiez au sein du groupe socialiste. Et là, quand on regarde les hypothèses, le Parti socialiste, ça va être extrêmement dur. Même sa possibilité de constituer un groupe est totalement hypothétique. Mais du Parti socialiste, il ne restera pas grand-chose. Ça a explosé. À mon avis, oui. Vous en êtes à peu près sûr? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas devin. Mais les résultats catastrophiques qu'on a connus m'indiquent que, très sincèrement, on n'aura pas beaucoup Ça ne vous laisse guère le choix. Soit vous allez rien, voir on verra. Mélenchon. Écoutez, vous savez bien que je préfère rester sur mes valeurs, mes idées, et éventuellement d'être dans un groupe restreint, plutôt que d'aller dans une majorité qui est contraire à ma philosophie. D'accord. Alors, Madame Marguerite, sur cette question... Cette question, elle ne me gêne pas du tout parce que dès le départ, l'UDI a toujours une position qui est claire. Le travail a une valeur. D'abord, la valeur travail. Ensuite, à côté, avec le travail, à partir du travail, on établit des règles d'équilibre social. Donc, ce qui fait que je n'ai aucune gêne à rester à droite, où je suis à l'UDI. S'il faut faire une majorité pour voter un texte qui nous convient, on va le voter. Autrement, nous sommes à l'UDI, nous restons à l'UDI avec nos valeurs parce que nous avons autre chose à faire que nous les femmes. Enfin, moi, je dis, moi la femme, j'ai autre chose à faire que de chercher à savoir gauche, droite, qui sait. Dès lors qu'un texte, une valeur qui apporte quelque chose et dans lequel je peux incruster quelque chose de particulier pour la Martinique dans le texte, pour que nous sauvions cette population, je vais m'y mettre, je vais m'atteler à le faire, parce qu'il faut aller, quel que soit celui qui va présenter un texte et qui va nous intéresser, nous allons aller voir si nous pouvons le faire passer pour la Martinique. Je ne vais pas me contenter d'être dans un parti qui écarte la Martinique pour une raison quelconque, parce qu'ils ont d'autres avancées à voir vers d'autres secteurs, et puis laisser filer par ailleurs, laisser filer ce que je vois qui est important, parce qu'il est dit par quelqu'un d'autre. Non, je vais chercher là où il faut passer. Je cherche le passage, madame, le passage pour nous en sortir. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous voulez que je vous donne des chiffres? J'en ai plein. Malgré le fait qu'au sein de votre parti, il y a aujourd'hui des déchirures assez certaines sur les choix à opérer. Vous avez entendu parler de la signature des 22 membres du groupe LR UDI qui demande de ne pas rejeter la main tendue par M. Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes élu, vous seriez intéressé, est-ce que vous iriez composer une majorité présidentielle? D'abord, je vais commencer par composer d'abord un groupe parlementaire qui va avoir tous les groupes, tous les départements d'outre-mer pour qu'on ait une orientation qui nous enlève de ce marasme dans lequel on est. Les départements d'outre-mer sont dans un marasme économique. Il faut qu'on s'entende déjà. C'est-à-dire on est dans un marasme économique, un marasme social. Mais le groupe des parlementaires d'outre-mer... Oui, je vais aller travailler avec eux. Je vais travailler avec eux d'abord. Sur le plan institutionnel, ce n'est pas possible à l'Assemblée nationale. Attendez. Moi, je n'ai pas... Attendez, je parle d'abord de l'espace outre-mer, il faut défendre. Nous avons des idées qui sont communes parce qu'il faut aller défendre les intérêts des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, parce qu'on n'est pas traité par rapport à ce qu'on apporte. On apporte une zone verte, importante, la deuxième zone maritime mondiale, et on nous traite comme si on n'était rien, on n'avait pas de la valeur. Je veux bien qu'on ait subi l'esclavage, on a pris la canne, les espaces, la banane, tout, mais maintenant c'est fini, on doit savoir se battre. Où sont les jeunes? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? On a pris à nos parents la banane, la canne. On nous a pris la canne. La canne, il fallait la prendre. On a libéré l'esclavage. Une fois que vous avez dit ça concrètement au sein de l'Assemblée... Vous permettez que je continue? Oui, non, ça c'est des grandes idées. Nous, on vous parle très concrètement du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je vous dis exactement ce que je pense. Je vous dis que moi, je commence par voir où est-ce que nous allons aller, les départements d'outre-mer. Et s'il faut faire passer ce texte, je vais me demander à l'UDI de le voter, naturellement, de m'accompagner. Et s'il manque des voix, il faut aller les chercher les voix, et que M. Serge Lassimi me dit, d'accord, on y va,
quitte à ce qu'ils puissent me dire, bon, mais je vais te donner juste là, en le faisant savoir à tout le monde, mais on ira chercher le passage. Naturellement, je vais rester à l'UDI. Ou quel que soit le candidat autour de Moi, la ce qui table. m'intéresse, nous, les Martiniquaises, c'est de faire que nos enfants demain ne soient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Très bien. Bien. Alors, Madame Jeanville, Bon. les chiffres sont extrêmement sévères au niveau des sondages pour le Front National. Et vous le savez, il semble malgré tout, Marine Le Pen a reconnu, enfin, entre guillemets, qu'elle n'avait pas été bonne et que lors du débat, et que peut-être que la défaite est liée à son comportement et à ses choix stratégiques. Si vous êtes élu député, vous irez naturellement, on le présume, au Front National, mais est-ce que vous êtes prête à jouer la carte, comme par exemple l'UDI, du soutien à une majorité présidentielle en fonction des textes qui seront présentés? Ou alors, vous allez dans une résolution pure et dure à Macron? Donc, je ne m'attendais pas à parler de Macron. Il ne faut pas me parler de Macron, puisque nous savons tous ici, c'est une marionnette. Il ne faut pas parler de Macron. Macron nous a promis une assise pour l'outre-mer. C'est comme le président de la République. Oui, le président de la Vous République. respectez les institutions. Oui, bien sûr, de ceux qui ont voté pour lui. Mais ce que je veux dire, déjà, bon, c'est vrai, c'est des sondages. On a vu pour les présidentielles le matraquage qui a été fait. On a vu que, bon... Ils ne se sont pas trompés beaucoup quand même, bon, par rapport à Marine Le Pen au deuxième tour. Oui, mais bon, les résultats non plus sont faussés. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, patriotes martiniquais républicains, nous siégerons bien sûr du côté de nos camarades FN, qui ne sera plus le nom FN bien sûr, bientôt, mais dans une relation, je dirais, de proposition. C'est-à-dire que nous n'irons pas comme M. Serge Chimi s'asseoir sur le banc de Jader, et puis dès qu'il y a des lois, on lève le doigt, et puis ensuite on a des bonus. Donc moi, au niveau du groupe FN à l'Assemblée nationale, moi je vais proposer à mon groupe des lois pour la Martinique, comme l'a dit madame, dans la situation où nous nous trouvons, ne serait-ce que pour nos personnes âgées, pour nos jeunes, pour l'emploi, hein, parce que bon, c'est un problème. Et si ces lois sont proposées par la majorité parlementaire, vous les voteriez? C'est-à-dire que moi, nous serons en concertation dans notre groupe. Je ne suis pas toute seule, individuellement, je n'ai pas à prendre de décision. Nous allons nous concerter avec le groupe. Et nous saurons si c'est une bonne chose pour les Français et surtout pour la Martinique, pour les Martiniquais. Nous ne sommes pas dans une opposition pour être dans une opposition. Pas d'opposition systématique. Maintenant, si c'est une bonne chose. Maintenant, si on me dit qu'on va voter une loi et on va permettre qu'on embauche plus de Martiniquais dans les postes de cadre, parce que vous avez vu dans le public, dans le privé, nous n'avons que des directeurs, que des Blancs. Donc maintenant, si on nous dit à compétence égale, priorité à l'emploi pour les Martiniquais, on vote une loi pour permettre aux Martiniquais dans les postes de hauts fonctionnaires, comme amiral, comme colonel, dans l'armée, dans la marine, dans l'armée de l'air, tous les postes de hauts fonctionnaires, les Martiniquais ont aussi accès. Donc si ce sont des lois qui me permettent de dire aux Martiniquais, voilà ce qu'il y a pour vous. Voilà, parce que nous ne voulons pas non plus... Madame Jeanville, je vous arrête ici. Attendez, nous ne voulons plus être soumis à la France ni à l'Europe et puis attendre qu'on fasse pour nous et puis on nous donne tiens, c'est pour toi, tu te tais. Nous voulons justement dire non aujourd'hui par le ministère de l'Outre-mer et de la Mer. Nous voulons dire non, voilà ce que nous voulons pour la Martinique. Très bien. Thierry Renard, sur cette question. Aujourd'hui, bon, là aussi, vos chiffres en potentiel ne sont pas particulièrement extraordinaires. Jean-Luc Mélenchon reconnaît que ça va être difficile. Pourtant, il partait sur une base de majorité absolue avec la France insoumise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, élu député à Fort-de-France, vous iriez partager un certain nombre de votes avec une autre majorité? Ou est-ce que vous êtes campé dans une opposition, dans l'hypothèse évidemment où la France insoumise n'a pas la majorité absolue? Oui, voilà, et ce n'est pas mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que nous aurons la majorité législative et que nous gouvernerons. C'est pour ça, c'est notre objectif. D'accord, imaginons un scénario différent. Maintenant, vous savez, alors, je suis un petit peu gêné, les Martiniquais ont l'impression qu'il y a un débat sur les municipales ou à Fort-de-France. Non, nous sommes dans les législatives. Le député, s'il est de gauche, il doit voter des lois de gauche, hein, éviter de voter des lois comme l'ANI, hein,
Vous votez des lois comme la loi El Khomri, tout ça. Donc des lois qui sont scélérates pour les travailleurs. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui veut casser le code du travail. Et là, nous, on dit non, obligatoirement. Donc on ne pourra pas, voter ce genre de choses-là. Mais dans le pire des cas, si c'est le gouvernement de M. Macron qui a la majorité, si M. Hulot propose quelque chose d'intéressant, puisque nous sommes les seuls écologistes pratiquement qui étaient au niveau de l'élection présidentielle, évidemment que nous allons voter. Parce que c'est positif. Prenons un exemple, M. Renard. Prenez un exemple, parce que vous avez du mal à nous en citer. Dans le programme de M. Macron, il y a une mesure qui consiste à autoriser les salariés à démissionner et à être couverts par l'assurance chômage. Est-ce que, par exemple, une mesure comme ça, qui est une mesure de gauche, vous la voteriez? Oui, mais vous savez, on vous met toujours un joli paquet. On vous met quelque chose devant, et puis on vous met un joli paquet avec beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes dedans. Et on vous dit, vous n'avez pas voulu voter ça, alors que c'est ça qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'il y a à côté de ça? Il y a les prud'hommes, par exemple, qu'on va plafonner. Ah, le salarié démissionne, qu'est-ce qu'il va toucher? Des clopinettes. Quand il va vouloir chercher du travail, après, on va lui dire, après 2 refus, eh bien, tu seras obligé de prendre ce travail-là, sinon tu ne seras pas payé. Donc, le projet de M. Macron, c'est de faire qu'il y ait des travailleurs pauvres. En ce qui concerne les Martiniquais, parce qu'il faut que les Martiniquais s'intéressent quand même à ce projet. Tout à fait. M. Macron veut diminuer les fonctionnaires. Il ne veut pas les enlever dans la fonction, dans l'éducation nationale. Il veut recruter dans l'éducation nationale. Il veut recruter des policiers. Donc, où c'est qu'il va les enlever? Il va demander aux collectivités territoriales de se serrer la ceinture. Donc, tout de suite, ce sont les Martiniquais qui n'ont qu'une CTM maintenant, puisqu'il n'y a pas de collectivité, qui vont en payer les conséquences, mais de manière tout à fait directe. Aujourd'hui, c'est la dotation que l'on donne aux collectivités qui est en train de diminuer. Le rôle du député, c'est bien de voter le budget, ce sont les grandes orientations, la politique de la nation. Or, nous sommes contre cette politique-là. Nous sommes pour une politique pour aider le peuple. Dans notre programme, laissez-moi terminer, quand même, les gens parlent, laissez-moi parler un petit peu. Non, mais ne vous inquiétez pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans notre programme, il y a 100 milliards d'investissements sur 5 ans. Vous voyez? Et ça c'est fait pour relancer l'économie. Oui, mais votre programme. Voilà. On va un peu donner la parole à la population. À quoi sert un député? Quelles sont les attentes des citoyens vis-à-vis de leurs parlementaires? Guillaume Bacoul vous a tendu le micro. On regarde. Pour vous, à quoi ça sert un député? Je sais que les députés en fait vont à l'Assemblée et puis pour justement peut-être voter pour les lois. Mais voilà, c'est tout. Ça a un impact sur la vie des Martiniquais? Forcément, dès qu'on vote des lois, donc on fait partie de la France, donc automatiquement les lois aussi sont appliquées ici. Donc forcément, ça fait partie de la... Enfin, on en a besoin en Martinique. Après, pour qui voter, là est la question. C'est eux-mêmes qui amènent, par contre, qui sont amènent, si amènent bien, si amènent mal. Mais c'est mon Dieu qui connaît. Un député, c'est un homme politique qui est là pour voter des lois. Des fois, les lois ne sont pas toujours en notre faveur. Les députés, tout le monde s'en fout pratiquement. C'est à celui qui tire la couverture à soi et tout ira pour le mieux. Les politiques, ici, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas de pouvoir, je pense. Ils n'ont pas de pouvoir. Donc, les élections qui viennent là, ça sera kiff-kiff bourricot comme les élections présidentielles. C'est pareil. Est-ce que vous, sur quels critères vous auriez choisi un député? Qu'est-ce que vous attendez du député? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse comme travail? Déjà, il faut qu'il soit sérieux, il faut qu'il soit peut-être connu, et puis qu'il ait vraiment du cran pour nous défendre, en fait, puisque effectivement, on en a besoin, effectivement. Mais il faut qu'il ait du cran, il faut qu'il ait de l'autorité. Qu'il fasse de bonnes lois, qu'il fasse de bonnes choses, notamment pour nous Martiniquais. Parce que la vie, elle devient de plus en plus compliquée. Donc, on aimerait qu'il nous aide.
Alors avant de vous faire réagir à ce micro-trottoir, je vous rappelle les temps de parole respectifs, enfin le temps qu'il vous reste. Donc Madame Marguerite, 4 minutes 15, Francis Carole, 4 minutes 45, Serge Letchimy, 2 minutes 30, Madame Jeanville, 3 minutes 18 et Thierry Renard, 3 minutes 34, hors la minute de conclusion. Alors on le voit dans ce micro-trottoir, les citoyens ont des attentes vis-à-vis de leurs parlementaires, mais en même temps, ils n'ont pas l'air convaincus du tout de leur capacité à répondre justement à ces attentes. Comment réagissez-vous à ça? Il y a une certaine distance et une sorte de désabus vis-à-vis de votre capacité d'action. Qu'est-ce que vous leur répondez pour... Oui, je vous pose la question à vous pour commencer. Vous m'avez pas cité, donc... Oui, pardon. D'abord, un député a une fonction très importante, c'est le contrôle du gouvernement. Ça vote des lois, mais c'est aussi important d'avoir le contrôle des actions du gouvernement. La deuxième chose, l'Assemblée est très éloignée. Et donc les préoccupations des Martiniquais, des Guadeloupéens, même sur le territoire dit hexagonal, on a la même situation. Donc les gens sont moins attachés à un vote parlementaire, c'est pour ça que l'abstention est forte, et que l'élection du maire. Le taux de participation en 2012 sur l'Assemblée Martinique au premier tour était de 33%. Voilà. Donc ça explique cela. Parce que concrètement, est-ce que le député a vraiment les moyens de changer le quotidien des Martiniquais? Le député, par certaines lois, oui, par certaines actions, oui. Il faut d'abord que ce soit quelqu'un de... Tous ceux qui sont élus, a priori, sont des gens compétents et qui ont la capacité, la volonté. Mais ce que j'ai entendu tout à l'heure, il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup de force, beaucoup de ténacité, et avoir une présence très, très importante au sein de l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne vous fait pas de cadeaux. Les débats sont cinglants. Ça ne joue pas. Et il faut être très costaud dans au moins un ou deux domaines, parce que vous ne pouvez pas répondre à tout et voter toutes les lois, être présent dans tous les débats politiques et parlementaires, parce qu'il y a beaucoup de lois qui passent. Donc c'est un travail très sérieux, très important et très intense. Francis Carole, sur cette question. Non, il ne faut pas se cacher la vérité. Celles et ceux qui se sont exprimés ont en partie raison. Nous sommes quelques députés martiniquais, guadeloupéens, guyanais perdus dans des centaines de députés français qui ont leurs préoccupations. Mais je pense aussi qu'il faut donner des signes. Par exemple, on ne peut pas, de manière, et ça dépend de l'Assemblée, ce n'est pas un débat interne, on ne peut pas, par exemple, voter la loi sur la soi-disant le pacte de responsabilité qui diminue les dotations aux collectivités. Les dotations de la collectivité, conseil général, conseil régional, mais ces dotations ont diminué de 26 millions entre 2013 et 2017. Alors, ça a un impact sur les politiques menées par les collectivités d'une manière générale. Donc, c'est énorme. Et je crois on peut ne pas tout réussir, mais je pense qu'il faut donner les gages de combativité, d'intelligence, de capacité aussi à passer des alliances sur des questions précises avec des gens. Parce qu'en France, par exemple, très concrètement, il y a énormément de régions qui ont les mêmes difficultés en termes d'appauvrissement, de paupérisation de la population, etc. Et il peut y avoir, sur des questions très précises, des alliances qui se passent. Mais je crois que la population regarde la cohérence d'un député. On ne peut pas dire quelque chose en France parce qu'on est avec des amis socialistes et dire exactement le contraire. Quand on est en Martinique, il faut avoir de la cohérence. Et puis, il faut que le député aussi s'appuie sur les collectivités locales et s'appuie sur la population. Moi, j'ai été très frappé par ce qui s'est passé en Guyane, où les députés et les élus d'une manière générale ont été pratiquement, je mets le mot entre guillemets, débarqués par la population, parce que ces élus n'étaient pas nécessairement en adéquation avec au mouvement qui s'est passé en Guyane. Ils n'étaient pas nécessairement en adéquation avec les revendications de la population. Et je crois qu'il est très important que nous restions liés à la population. Par exemple, une question comme la question de la santé en Martinique, ce qui a cours aujourd'hui, c'est un véritable scandale. Donc il faut faire en sorte que l'État prenne ses responsabilités en matière de santé, mais aussi il faut qu'en matière de santé, nous allions davantage vers tout ce qui est prévention, parce que je vois qu'il y a des pathologies, et diabète et obésité, hypertension, qui sont des pathologies extrêmement importantes. Là, toute l'action de prévention est essentielle et on ne trouve pas suffisamment de moyens, malheureusement. Alors, Madame Jeanville, vous parliez tout à l'heure de précarité. Les députés, c'est à peu près en moyenne 13 000 euros bruts si on met bout à bout toutes les indemnités, dont une partie non imposable. Est-ce que ça vous choque?
est-ce que vous seriez d'avis qu'il faudrait réduire ces indemnités comme semble le vouloir aujourd'hui le nouveau chef de l'État dans cette loi de moralisation de la politique? Est-ce qu'il faut diminuer? Parce que nous, enfin, Mme Marine Le Pen, dans son programme, elle avait promis de diminuer sur le nombre des sénateurs, le nombre de députés. Et elle dit qu'avec le travail qu'il y a à faire, il y a un travail quand même conséquent à faire, peut-être effectivement que l'indemnité... vous, ça ne vous dérangerait pas si vous êtes élu pour des élus qui font vraiment leur travail, qui sont présents et qui font leur travail, qui sont présents dans les commissions et qui font leur travail. Et puis que nous ayons sur le terrain des résultats. Parce que moi, maintenant, aujourd'hui, je suis exigeante vis-à-vis d'une population qui est en souffrance. Je dis que les quatre députés martiniquais qui vont siéger à Paris, nous voulons qu'ils nous ramènent du résultat. Parce que M. Letchimy, c'est sa 3e élection, et c'est lui-même qui vient de dire au début que nous sommes dans un marasme. Donc, ce monsieur, je me demande qu'est-ce qu'il fait là d'ailleurs à côté de moi, puisque normalement, j'ai fait la campagne avec lui, nous avons fait la campagne de la CTM, la Martinique est au rouge, et normalement, on leur a donné mandat pour mettre la Martinique, je ne sais pas si c'est au vert ou bien au jaune, mais changer de couleur. Et maintenant, ils veulent aller à l'Assemblée nationale. Donc, quand on voit que nous avons des élus en Martinique qui s'intéressent à vouloir plus d'indemnités, parce que bon, il doit toucher moins. Donc maintenant, il veut peut-être toucher plus par une indemnité de député. On se dit, est-ce que la raison principale, c'est vraiment d'aller à Paris, chercher les moyens. On pourrait dire pareil pour vous, Mme Jeanville. Peut-être que vous allez pour le moment, il ne s'agit pas de moi, parce que je n'ai jamais eu de mandat électif et je n'ai jamais touché d'indemnités. Parce que M. Carole, il ne faut pas oublier, il est fonctionnaire, il a 40% et il a des indemnités pour arrondir ses fins de mois. Et puis il y a de ceux qui n'ont même pas un pain pour manger en Martinique. Et il est en charge du social. On a des personnes âgées qui n'ont pas de quoi manger. On se retrouve. Donc, maintenant, si, laissez-moi finir. Si maintenant, l'indemnité. Vous m'écouterez. Oui, d'accord, allez-y. Je voulais juste finir. Je pense que vous exagérez un tout petit peu. Je suis quand même tenté de rééquilibrer les choses. Oui, parce que vous n'allez quand même pas dire que M. Carole est responsable des problématiques de pauvreté en Martinique. C'est ce que vous semblez faire. Non, pas du tout. Non, écoutez bien. En plus, on le désignant. J'étais avec lui. Oui. J'ai fait la campagne avec eux. Donc, pourquoi? Donc, on a fait la campagne en disant aux Martiniquais de voter pour cette liste. Vous semblez contribuer à cette espèce de, on va dire, de généralisation de l'image négative des hommes politiques. Or, votre propre chef, Mme Le Pen, elle est mise en examen. Il semblerait qu'elle soit convoquée devant la justice. Elle refuse d'y aller. Elle a employé de manière un peu bizarre ses aides conseillers sur le budget de l'Union européenne. Et ça, vous n'en parlez guère. Et vous semblez mettre en danger, entre guillemets, les hommes politiques. Monsieur, ne faites pas de hors-sujet. C'est Marie-Jeanne Jeanville qui est candidate aux législatives à Fort-de-France. Du Front National. Du Front National. Oui. Je ne suis pas Marine Le Pen, d'accord? Mais vous semblez attaquer les hommes politiques locaux. Non, je n'attaque pas. Je fais un constat. Le constat, c'est de dire que non, nous avons fait la campagne ensemble. Oui. Maintenant, je précise bien, je souligne bien ce que je veux dire. Et suivez-moi. Maintenant, on parle des indemnités. Je dis à M. Carole, si maintenant il veut aller siéger, laisser la salle à CTM et aller à Unicomètre pour ramener du résultat pour nous, d'accord, je suis d'accord. Mais si maintenant c'est pour augmenter ces indemnités pour avoir plus d'argent, je préfère encore continuer. Je me suis bien dit. Vous permettrez que je rassure cette dame. Vous dire d'abord que je n'ai de toute ma carrière politique jamais couru après les indemnités. Et je dois dire qu'en tout et pour tout total d'indemnités, et à la CTM, je ne dis que 800 €. Parce que j'ai abandonné une partie de mes heures de travail pour être plus disponible. Donc je ne fais pas. Et si je ne militais pas, je pense que j'aurais été un peu plus riche. Donc ça ne m'a pas enrichi. La deuxième chose, je pense que des leçons venant... Vous êtes pour la moralisation de la politique et de la réduction de l'indemnité des députés? Je pense que pour le représentant d'un parti qui brille par les richesses un peu opaques de son principal président, par les manœuvres financières de son actuelle présidente et par toutes sortes de dérives financières, je pense que très honnêtement,
je n'ai pas de leçons à recevoir. Il faut que ce soit extrêmement clair. Et de toute ma vie, si j'avais voulu courir après les mandats, je serais entré dans des partis où il y a de l'argent. Je n'ai jamais fait. La dernière chose qui est importante à noter, sans vouloir faire de débat secondaire, parce que ça, c'est un débat secondaire. Ce que je voulais dire, c'est que la question de la moralisation de la vie publique est essentielle. Mais en même temps, pour qu'il y ait moralisation, il faut changer toute la conception que l'on a de l'organisation de la vie politique. Ce n'est pas simplement un vœu pieux, parce que nous constatons qu'on en parle, il y a des lois sur la moralisation, mais il y a toujours des manières qui parviennent à contourner. Je pense qu'il faut reconsidérer la manière même de faire de la politique. Et en tant que moi-même, toute ma vie, depuis l'âge de 16 ans, j'ai passé mon temps à militer dans l'intérieur de mon pays et l'argent n'a été jamais, à aucun moment, un motif essentiel pour moi. Je vous dis ça pour vous rassurer, mais en même temps pour évacuer un débat secondaire. Madame Marguerite, sur cette, on a deux sujets. D'abord, est-ce que vous trouvez que les députés sont hors sol, loin de la base, loin de leur ancrage local? Et d'autre part, sur cette question de la moralisation de la vie publique, est-ce que les députés touchent trop d'argent aujourd'hui? Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi les cumuls de mandats? Cette question, j'ai toujours pas compris, qu'ils soient de mes amis, de pas mes amis. Un cumul de mandats n'est pas sain. On a une action à faire. On a, par exemple, je regarde. Ça existera moins. C'est fini là, c'est fini. Vous êtes au courant quand même. Attendez. Il y aura des cumuls de mandats, puisqu'il y aura, s'il n'y a pas d'exécutif, si la personne n'est pas à l'exécutif de il ne peut pas être, en tant que député, il ne peut pas être à l'exécutif. Mais s'il ne peut pas être, c'est fini. S'il n'est pas exécutif, il pourra avoir d'autres mandats. Non. S'il n'est pas à l'exécutif ou il n'est pas de poste de président, des commissions, il aura des mandats. Oui, mais bon. Mais ce sont des mandats. Pas des mandats majeurs. Oui, mais vous me parlez, monsieur, moi j'ai un mandat d'association. Eh bien, mon mandat pour moi, il est majeur parce qu'il bouffe mon temps. Mais vous je me suis occupé d'associations de quartier. Un autre là, finalement. Là, vous allez cumuler. Si vous êtes député, vous allez démissionner de vos postes de président d'association? Mais naturellement, parce qu'il faudra que je sois sur le terrain pour aller voir ce qui se passe, c'est ce que j'ai demandé à faire. Et bon, c'est ce qu'on me propose. Quand on va me proposer quelque chose à l'Assemblée nationale et que j'aurai eu le temps de le lire avant de venir, parce que quand même, je dois quand même imposer qu'on me donne le texte longtemps avant pour aller voir sur place tous les gens qui sont sur le terrain, tous ceux qui sont dans le sens du texte ou contre le sens du texte, et me dire pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour la Martinique. Ce n'est pas un mandat qu'on cherche. On cherche une voie de passage pour arriver à dire et à faire réaliser. Quand je regarde, j'ai des chiffres qui sont ahurissants. Je vous donne un chiffre là, par exemple. J'ai un chiffre là, je l'ai eu, il est récent. Je regarde qu'il y a 580 € de salaire moyen qui impose que la sécurité sociale accompagne les gens, le tiers de la population bénéficie de la CMU, c'est tout. 500, il y a 580 € par personne, c'est-à-dire une personne qui touche 580, il y en a plus que 117 000. Sans compter, en plus d'autres choses, 117 000 personnes qui touchent mais ça vous frappe pas, vous êtes sur la même ligne que Mme Jeanville, une trop grande précarité. Que cette population soit aussi malheureuse. La lutte contre la précarité, ça va être l'une de vos priorités si vous êtes élu à l'Assemblée nationale. Attendez, mais je vais finir. Je parle encore d'insertion. Il y a des choses à faire. Il me reste 3 minutes, j'aurai le temps. Un peu moins maintenant. Il y a des choses à faire. Moi, j'ai toujours été active. Ce qui me plaît dans la fonction de la décision politique, c'est de dire que ce qu'on a décidé, ce qu'on a vu avec les autres est passé. Même en faisant des concessions par-ci, par-là, mais arriver quand même à tirer le jus de ce qu'on a envie de faire. Je regarde, je souhaite par exemple, il y a une idée claire, on a du travail, on sait qu'il n'y a pas assez pour la Martinique. Alors on parle toujours d'insertion. Un jeune qui est diplômé ne peut pas faire de l'insertion. On le remet en formation, on le remet sous un cycle de travail. Moi, je dis qu'il arrive, mais on ne peut pas donner du travail à tout le monde, il n'y a pas pour tout le monde. Ils vont partir vous avez vu, le quart de la jeunesse repart. Et là, maintenant, on se croit à l'époque du Bumidum. C'est comme après la Cannes. Alors, ce qui se passe, on se retrouve, je dis non, vous prenez un travail, on fait le travail coupé en deux, il y a 39 heures ou il y a 35 heures, on travaille le travail en deux, la moitié. L'autre moitié, il y a 2 diplômés qui ont le même texte. Il y a un qui va faire de la formation. S'il y a un qui est mère de famille, on lui donne. On continue à lui donner l'autre moitié de salaire comme prime. Au lieu de lui donner la CMU, on lui donnera peut-être un complément CMU pour qu'elle ait un salaire normal, un salaire
c'est le partage du temps de travail, en fait. Oui, mais j'explique, parce que quand vous dites partage du temps de travail, les gens ne comprennent pas. Mais il faut leur dire, à Tisson, ni un travail, nous avons séparé en deux, nous avons bataille le matin, l'après-midi, un mère de famille qui a le matin, et l'après-midi, elle a un complément salarial, elle pourra aller chercher ses enfants, tandis que la jeune fille, la précédente, qui est célibataire, mais qui ne l'est pas, va travailler le matin, et elle aura un complément pour faire le même salaire. Gardez un peu de temps pour la Moi, fin. il faut avoir des idées, il faut les chercher, les idées. On a bien compris. Et je continue une minute. Mais ce que je veux dire, c'est que les départements d'outre-mer ont droit de défendre ces idées du travail. On doit descendre que les gens... On a une précarité et une insécurité liée à une situation qui s'aggrave. On a 4 députés. C'est beaucoup, 4 députés. Moi, j'ai dit 2. On a 2 sénateurs. 1. Ça me suffit. Et avec ça, on travaille. Voilà. Vous avez répondu à la question sur cette question, Thierry Renard, à la fois de la moralisation de la vie publique et aussi du rôle du député et de son lien avec l'électorat local. Quelle est votre réponse? Vous n'êtes pas sans savoir que tous les candidats de la France Insoumise ont signé une charte. Et dans cette charte, il y avait le fait déjà une charte, parce que dans les indemnités qu'on donne aux députés, il y a une partie qui ne va pas être gérée par le député, mais qui va être gérée par le groupe. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas garder, faire comme certains, mettre ça de côté, s'acheter un local. Embaucher sa femme. Sa fille, sa tante, sa cousine. Donc voilà. Vous reversez à la cause. Non. La gestion de cet argent sera par le groupe, c'est-à-dire pour faire avancer les choses. Ça existe déjà dans d'autres groupes aujourd'hui. Ça existe déjà. Mais oui. Notamment au Parti communiste, au Parti socialiste, voilà, ça existe déjà. Donc là, il n'y a pas d'innovation particulière. Vous, quel est dans le programme ce qui touche à l'innovation en matière de moralisation? L'innovation, c'est déjà signer la charte anticorruption pour qu'il n'y ait pas tous ces lobbyistes aussi qui viennent à l'Assemblée nationale et qui font que beaucoup de personnes sont dans des groupes sur des strapontins, lèvent le doigt parce qu'un tel leur a demandé de lever le doigt. Très bien, voilà. Alors, ils n'ont pas un chèque à la fin du mois, mais « Ah, tiens, je te paye des vacances par-ci, tu as un petit voyage par-là. » Donc, non, ça, niet. Avec nous, il n'y aura pas ça. D'accord? Nous, on va s'intéresser aux Martiniquais. Nous, les députés de Martinique, nous nous intéresserons aux Martiniquais. Par exemple, vous savez, tout le monde parle de défiscalisation. La défiscalisation, il y a eu 100 milliards qui sont partis, enfin 1 milliard qui est parti, ça a rapporté 0. Comme emploi, comme chose comme ça. Nous préconisons que l'argent de la défiscalisation soit mis dans un fonds d'investissement outre-mer et que ça aille à l'outre-mer. Vous voyez, c'est un mode de fonctionnement qui fera que, au lieu que cet argent rentre dans les poches de ceux qui en ont déjà, ça ira dans les poches de ceux qui n'en ont pas. Lorsque vous voulez créer de l'emploi, si vous dites au patron, je te donne tant pour créer un emploi, eh bien, il prend l'argent et vous dit, ouh là là, les temps sont durs, vaut mieux que j'ai de l'argent de côté, je fais de la trésorerie, comme ça, je vous balève à Nikwangad. Résultat des courses, 0 emploi créé. Nous préconisons que nous allons aider les patrons, mais qui auront créé des emplois. Tu crées l'emploi, on te donne l'argent. Tu ne crées pas d'emploi, tu attends. Ce n'est pas le système aujourd'hui. Aujourd'hui, on donne à ceux qui ont déjà. Nous allons donner à ceux qui n'ont pas. Et on va aider les petites et les moyennes entreprises. Parce que ce sont elles qui créent l'emploi. D'accord, mais ça, ce n'est pas de l'innovation en matière de transparence mais la transparence, sur les députés. Mais on a bien compris. Je vous ai déjà expliqué. Je ne vais pas rester 20 ans à vous dire que je vais parce perdre que nous arrivons, et dit d'ailleurs pratiquement à la fin, on va vous repasser la parole, puisqu'il reste à peu près entre 1 et 2 minutes à chacun, quoique, Madame Marguerite, il ne vous reste plus tant de parole à part votre minute de conclusion, et vous, Madame Jeanville, 30 secondes. On voudrait vous permettre de vous exprimer s'il y avait une priorité qui vous tenait à cœur, si vous étiez élu à l'Assemblée nationale, un dossier, une thématique prioritaire que vous défendriez, ce serait laquelle? On commence par vous, Francis Carole. Non, enfin, il y a 2 questions qui sont centrales, à mon avis. C'est, je l'ai dit, la question de la santé en Martinique. Question centrale, je l'ai expliqué. Il y a une autre question, qui à mon avis est une question centrale aussi, c'est la question du développement. Parce que si nous parvenons à mettre la Martinique sur les rails d'un nouveau modèle de développement, en explorant toutes les pistes, économie sociale et solidaire, silver-économie, etc., nous parviendrons à donner de l'emploi aux jeunes Martiniquais et nous arrêterons à cette condition. Un problème qui est essentiel, c'est le départ massif des jeunes Martiniquais. On ne peut pas dire aux jeunes Martiniquais de rester si nous n'offrons pas
la possibilité Ça peut aussi être mis en place à l'échelle locale. Il y a des choses qui peuvent être... Il faut bien comprendre quelque chose et je pense qu'il faut que ce soit clair. Nous ne sommes pas un État martiniquais. Nous sommes un département martiniquais. Vous savez ma position sur ces choses. Mais je suis obligé de tenir compte de cette réalité. Il nous faut mettre en place une véritable stratégie de développement, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait avec le schéma territorial de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. Mais nous avons besoin, sur le plan financier en tout cas, que l'État s'engage davantage. 30 secondes qu'il vous reste 30 secondes pour conclure. En 30 secondes, Madame Janville, sinon vous grignotez sur la minute de conclusion, pour nous évoquer une priorité essentielle à vos yeux, apportée à l'Assemblée nationale si vous êtes élu. Eh bien, moi, je dis que pour le moment, il n'y a pas de priorité. Pour le moment, en Martinique, nous devons surtout faire les états de lieu, d'abord en Martinique, et avec un gouvernement que nous avons qui est la CTM, nous pouvons déjà mettre beaucoup de choses en place, ne serait-ce qu'au niveau de l'emploi, ne serait-ce qu'au niveau de ceux qui sont dans la précarité, et surtout pour que les jeunes ne puissent pas partir. Donc avant de faire de nouvelles lois, nous allons déjà abroger des lois sur le quinquennat de M. Hollande, comme la loi El Khomri, hein. Puisque justement M. Letchimy défile le 1er mai aux côtés des salariés, et pourtant il a voté une loi contre les salariés. Bon, maintenant, la loi sur le mariage pour tous, parce que nous sommes dans un pays, Martinique, où les gens sont de tradition très chrétienne, donc la loi sur le mariage pour tous, nous allons abroger. Donc il y aura des lois à abroger, et ensuite, nous allons pouvoir impulser de nouvelles lois. Alors, il va vous rester 30 secondes pour conclure. Une grande priorité, Serge Letchimy, si vous obtenez un nouveau mandat. Pour l'information de Mme Janville, la loi El Khomri a été votée par le 49-3, donc il n'y a pas de vote. Peut-être que c'est ta majorité, je veux le dire. Ta majorité. Je n'ai pas voté la loi puisque c'est le 49-3. Et plusieurs priorités, la vie chère. Mais tu n'as pas signé la motion pour éviter le 49-3. Plusieurs priorités, la vie chère. Pour s'alimenter en Martinique, il faut dépenser 47% de plus que celui qui s'alimente là-bas. C'est un combat qui n'est pas récent. Qui n'est pas récent, qui n'est pas récent, mais qui est très important. Quand oui, qui est très important. Très important. Donc, s'il y a une priorité, je fais ce choix de priorité. La santé, c'est une question essentielle, mais la santé associée à la question du vieillissement et la santé associée à la question du handicap. Et puis, on n'a pas parlé du tout des jeunes. Comment donner une nouvelle espérance à ces jeunes en Martinique, à la fois qui restent ici. On a fait énormément en Martinique pour des jeunes. Il faut continuer et poursuivre et aller beaucoup plus loin. Et surtout travailler de telle sorte qu'on puisse avoir de la croissance économique et du développement dans des secteurs qui sont... C'est possible de le faire. Et puis la dernière chose, ça concerne les personnes âgées, notamment les petites retraites. On a déjà fait des choses intéressantes, mais il faut poursuivre le combat. Et pour conclure, sur ce point-là, la ville de Fort-de-France actuellement, notamment le cœur de ville, a besoin d'une extension de la zone franchie urbaine sur le cœur de ville et sur les terres-Saint-Ville. Et puis, nous avons une situation grave. Il y a 20 000 personnes à Fort-de-France qui vivent sous les terrains d'une autre personne. La loi qui porte mon nom permet d'avoir un droit, Trenel, Citron, Volga, Canalaec, Texaco. Il faut accélérer le processus d'obtention de titres de propriété. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens 30, 40 ans dans une situation aussi grave, n'ayant pas de droit. Si vous allez à la banque vous dit, mais ou pas propriétaire terrain, comme on y a ou les en prêt, c'est qui a solvabilisé. Et puis, en plus, ces gens payent la taxe sur le foncier bâti. Je trouve ça anormal, donc il faut se battre soit pour réduire, soit pour supprimer cette taxe. Alors, il va vous rester 10 secondes pour conclure. Thierry Renard, une priorité, vous avez déjà évoqué pas mal de thématiques, s'il y avait une priorité qui vous tenait particulièrement à cœur. Non, mais je n'ai pas qu'une priorité. Il y a j'ai bien compris, vous en avez parlé de plusieurs, c'est pas la seule, mais une à mettre en exergue là maintenant. Il y en a qui parlent, j'ai le droit de parler aussi, j'espère bien. Alors, la première chose, c'est qu'il y a des lois scélérates qui ont été votées, ou qui sont passées par le 49.3 parce que d'autres n'ont pas défié le gouvernement. Voilà. Ce que si j'y étais là, j'aurais fait. Oui, donc il y a la motion de censure, je l'aurais votée de toutes les façons. Donc là, ce sont ces lois-là, on va les abroger. Mais il y a des choses qui doivent être faites pour les Martiniquais. Et ce qui est intéressant pour la Martinique, c'est la création d'emplois. Il y a plus de 30 000 chômeurs. Donc il faut créer de l'emploi. Nous avons une urgence sociale. Nous avons aussi une urgence écologique. Eh bien, il faut savoir que les énergies renouvelables sont vecteurs d'emploi.
Nous voulons aller à 100% d'énergie renouvelable. Et en allant à 100% d'énergie renouvelable, nous créons des emplois nouveaux à la Martinique. Nous allons garder donc nos jeunes ici pour travailler dans des secteurs d'avenir et des secteurs de pointe. Ils ne seront plus des petits ouvriers mal qualifiés, mais il y aura des ingénieurs, il y aura des techniciens hautement qualifiés, et c'est ça que nous voulons pour notre pays. Il y aura quand même toujours des ouvriers. Mais il y a toujours des ouvriers, heureusement. Quand vous dites des petits ouvriers mal qualifiés, non, parce en que, termes d'image, pour un ouvrier, mais non, parce qu'aujourd'hui, on est en train de créer des travailleurs pauvres. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'on crée des travailleurs pauvres. Et c'est pour ça que les jeunes partent, parce qu'ils ne voient pas d'avenir. Donc nous disons, créons cet avenir en commun et qui va vous permettre d'avoir des ressources dès que vous êtes à l'école pour vous permettre de pouvoir suivre vos études dans de bonnes conditions. On va vous donner une petite allocation de 800 €. Je termine. On parle des personnes âgées, mais vous savez ce qu'on oublie au niveau des personnes âgées, c'est que lorsqu'elles touchent leur petite retraite, ça tombe le 10 du mois. On aurait dit qu'elles n'ont pas à manger du 1er au 10. De 12, mais si, donc il faut faire en sorte que les personnes âgées touchent leur petite retraite au plus tard le 1er et qu'on augmente justement ces retraites. Ça fait partie de notre programme. Très bien. Très bien, merci. Alors nous arrivons au terme de ce débat. C'est le moment de la minute de conclusion qui n'est plus une minute pour la plupart d'entre vous. L'ordre d'intervention a été décidé par tirage au sort et c'est vous, Francis Carole, qui concluez en premier avec 30 secondes. En 30 secondes. Oui, en 20 secondes. D'abord, juste une petite remarque pour dire que depuis des décennies, les terrains de Trénel, de Citron, appartiennent à la mairie de Fort-de-France. Alors qu'est-ce qui a été fait véritablement? Donc on a l'air de découvrir ça. Ce que je souhaiterais dire simplement à celles et à ceux qui m'écoutent, c'est que nous avons aujourd'hui un besoin urgent de nous mettre en mouvement. Quand je dis nous, ce ne sont pas seulement les élus, c'est la population martiniquaise. Il nous faut nous mettre en mouvement, nous mobiliser pour que le 10 et le 17, nous changions les choses à Fort-de-France, parce qu'il n'est pas normal qu'une même équipe soit au pouvoir depuis 72 ans. 30 secondes pour conclure, Thierry Renard. Nous disons aux Martiniquais et aux Martiniquaises le 10 et le 17 juin de continuer à porter leur suffrage sur l'avenir en commun qui va permettre de développer réellement la Martinique, qui va permettre d'abroger les lois scélérates qui ont été votées ou qui ont été laissées passer par le député sortant, et qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait en Martinique des députés qui pensent d'abord aux Martiniquais avant de penser à leur propre carrière. Très bien. Serge Letchimy, 30 secondes pour conclure. Je voudrais dire aux Fayalais, aux Fayalaises, au-delà aux Martiniquais, Martiniquaises, que le 10, il faut absolument sortir. Et dès le premier tour, voter pour ma candidature. Nous avons fait un travail considérable pendant 5 ans à l'Assemblée nationale et nous sommes déterminés à poursuivre ces actions-là. La Martinique en a vraiment besoin. Nous avons besoin d'une politique d'énergie renouvelable, ça a été dit, mais je le répète, d'économie circulaire, et surtout permettre à la jeunesse d'avoir le désir de rester au pays et d'être créatif. Il faut investir dans ce pays et ne pas diminuer l'investissement, ne pas paupériser socialement le pays. Et pour cela, on a besoin d'une voix qui porte à l'Assemblée nationale. Madame Marguerite, 1 minute. Voilà, alors moi, je rappelle que l'UDI est une force active et donc qu'elle va oser. Elle va oser envoyer une femme qui a un certain âge à l'Assemblée nationale, pourquoi pas? Parce qu'elle a des choses à dire et vous sentez qu'elle a une détermination pour réussir. Nous osons croire aujourd'hui que l'audace est une force active d'avenir. Donc, en priorité, il faut regarder. Je souhaite arrêter ce processus d'insertion et l'inverser pour faire un processus d'intégration dans le mode martiniquais de cette jeunesse. La deuxième chose, c'est que je dis aussi que nous soutenons une espèce de Martinique au travail. Donc, afin de redonner un sens à l'éducation, afin de faire ressortir des vraies valeurs, afin aussi d'assurer une transmission des cultures, afin de sécuriser l'accompagnement des personnes âgées, afin de soutenir l'initiative, afin de développer l'esprit d'ouverture, afin de faciliter l'innovation pour réussir une Martinique confiante pour demain. Merci. Madame Janville, le mot de la fin pour vous et 20 secondes pour conclure. Bien, moi, je ne vais pas appeler les Martiniquais de voter spécialement pour moi.
Je remercie quand même les plus de 5000 électeurs pour les présidentielles de Fort-de-France. Mais j'ai une pensée surtout pour la commémoration du 22 mai, hein, pour la libération, je dirais, l'abolition de l'esclavage. Et moi, ce que je voudrais proposer, c'est que nous avons une loi, bien sûr, mémorielle, mais à côté de ça, j'aurais souhaité qu'on fasse quelque chose pour vraiment marquer ce jour-là. Je prends le cas du château du Buc, par exemple. Oui, le château du Buc, par exemple. S'il y avait possibilité qu'on puisse transformer ce lieu-là en un lieu de culture, au lieu de faire venir des touristes pour pouvoir admirer le cachot où nos ancêtres étaient, bien sûr, bien lotis. Merci, Madame Janville. Merci à vous d'avoir participé à ce débat et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous juste après une courte pause. On se retrouve pour le second débat avec les candidats Miguel Laventure, Marie-France Toul, Max Orville et Ghislaine Joachim Arnaud. À tout à l'heure. Alain Liméry. Et Alain Liméry, oui, voilà. tout à fait.